Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser une question aujourd'hui. Comment se porte le secteur de la santé? Une question que nous nous sommes déjà posée dans l'émission alors que post-Covid, le secteur connaissait un boom. Qu'en est-il aujourd'hui en 2024, à mi-année 2024? Nous avons le plaisir de recevoir deux experts pour en parler sur le plateau de Smart Patrimoine. Mounia Chaoui, tout d'abord. Bonjour Mounia Chaoui. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice associée de Turenne Santé. Turenne Santé qui est spécialiste donc, du non-coté et Turenne Santé dans le domaine de la santé. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Thierry Scher. Bonjour Thierry Scher. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes directeur général d'Eurial Service, société de gestion immobilière spécialisée dans le secteur de la santé. Alors, nous avons donc deux experts pour nous parler de la santé, justement, de ce secteur d'activité. Peut-être commencer avec vous, Mounia Chaoui. À mi-année 2024 ou presque, peut-on toujours dire que le secteur de la santé reste un des secteurs les plus dynamiques, comme on pouvait le voir en France il y a 1 an et demi, par exemple? Alors c'est vrai que c'est encore un secteur qui est très dynamique. Depuis le Covid, on a quand même eu aussi notre petite crise, en tout cas dans certains secteurs. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont monté, qui faisaient suite à une inflation, notamment une inflation salariale. Les introductions en bourse se sont arrêtées, donc plus de sorties par l'intermédiaire des introductions en bourse. Par contre, on a certaines sociétés qui ont pu être vendues à des gros industriels et pour des prix très significatifs parce que ces gros industriels avaient accumulé pas mal d'argent pendant la période Covid et donc avaient de quoi acheter des nouvelles sociétés. D'accord. Nous, on l'a vécu notamment chez Turenne Santé puisqu'on a fait 3 sessions industrielles à des gros acteurs du secteur, voilà justement, qui avaient pu s'enrichir pendant la période Covid. Et puis dans le domaine de la santé, sur le marché du LBO, donc plus le capital développement transmission, ça va dépendre des secteurs. Il y a des secteurs qui sont très dynamiques, tout ce qui est e-santé, tout ce qui est cybersécurité pour la santé, tout ce qui est dispositif médical. Puis il y a des secteurs où c'est un peu plus difficile, par exemple tout ce qui est manufacturier, fabrication pour compte de tiers, où là on a souffert de l'augmentation du prix de l'énergie, des augmentations salariales, de l'augmentation des matières premières. Finalement, des mêmes sujets qu'on a pu voir dans l'industrie classique, l'industrie de la santé n'a pas été épargnée quelque part. Elle n'a pas été épargnée, même si elle réalise des marges qui sont meilleures que l'industrie classique. Ces marges ont quand même baissé du fait de l'augmentation du prix de l'énergie, de l'augmentation des salaires. Et du coup, ça a eu une influence un peu sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes fabricant pour compte d'un autre fabricant et ce fabricant-là va avoir tendance à déstocker plutôt qu'à produire par lui-même. Et donc, tout le monde a été un peu affecté sur la chaîne. Tout ce qui est fabrication pour compte de tiers. Si je comprends bien ce que vous dites, alors peut-être que je caricature, mais vous m'avez parlé d'e-santé, de cybersécurité, donc d'innovation dans la santé ou en lien. Alors, la cybersécurité n'est pas forcément l'innovation, mais proche du sujet innovation dans la santé. Comparé finalement à l'industrie plus classique, c'est là où on fait la différence aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ces secteurs-là ont très très bien marché effectivement, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été affectés par des cyberattaques, etc. Et donc dans le domaine des technologies de l'information pour la santé, elles se sont beaucoup modernisées, elles ont beaucoup innové. Et ces nouvelles offres ont été vendues aux hôpitaux, aux cliniques, etc. Sur le dispositif médical, les produits matures marchent aussi très bien. D'accord. Les produits matures, produits innovants. Pourquoi ? Parce que on a toujours autant besoin de nouveaux produits de la santé, de dispositifs médicaux pour pouvoir faire ça va jusqu'à la pharmacie, chirurgie en orthopédie, etc. En pharmacie, alors les médicaments c'est un peu plus dur parce qu'il y a eu une baisse des prix. D'accord. La sécurité sociale a baissé certains prix. Donc les labos pharmaceutiques souffrent un peu. Malgré tout, c'est un joli secteur avec des nouveaux produits, avec toujours une demande qui est importante en France. Même question Thierry Scher. Alors là, on va parler plus immobilier, vue globale immobilière. Deux éléments, enfin un seul élément finalement, c'est cette hausse des coûts de financement et puis l'inflation aussi quand même qui ont pu avoir un certain impact sur certaines SCPI. Vous êtes spécialisé dans le domaine de la santé. Comment est-ce que vous voyez cette mi-année 2024 ? Comment est-ce que vous analysez ce secteur de la santé ? Alors, je ne vais pas vous dire que tout est rose, tout est facile, parce que dans l'immobilier d'entreprise santé, les 3 mots sont importants. D'accord. Il faut les distinguer sûrement. Il faut les conjuguer, mais les distinguer. L'immobilier, je ne vais pas nier la situation. Forcément, il y a eu des replis, il y a eu des difficultés sur le financement, les taux d'intérêt, etc. Donc, tout ça a des conséquences.
Certes, le secteur de la santé s'est comporté comme étant plus résilient que d'autres secteurs, puisque beaucoup moins cyclique, donc plus cyclique, parce qu'effectivement les demandes ou les besoins sont fondamentaux. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le côté exploitant, en quelque sorte, les entreprises, effectivement, on voit naître des entreprises autour de l'innovation, etc. Donc, il faut qu'elles se logent, ces entreprises, il faut de l'immobilier autour de tout ça. Bien sûr. Et puis, le secteur de la santé, qui a toujours ces deux piliers qui sont absolument fondamentaux, qui ont été révélés encore davantage. J'allais dire sublimé, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas, on en a vraiment fait quelque chose de beaucoup plus important grâce ou à cause du Covid, parce qu'on s'est rendu compte des besoins fondamentaux. Et en fait, les deux piliers en matière de santé, c'est quoi? C'est la longévité. Donc, dans les économies modernes, on vit de plus en plus longtemps, tant mieux. Mais en quel état? Donc, ce qui suppose donc des solutions d'hébergement pour des personnes dépendantes, pour des personnes handicapées, pour des résidences seniors, etc., etc. Donc là, il y a toute une industrie qui s'est mise en place autour de ça, avec aussi beaucoup d'inspiration qui vient de l'étranger. Je pense aux opérations de type co-living, qu'on voyait assez peu en France, les hôtels hospitaliers, qu'on voit très très peu en France, qui, là, notamment, est lié aussi au deuxième phénomène important, c'est comment on consomme la santé. Donc on la consomme aujourd'hui très différemment d'il y a 10 ans. D'accord. Et on la consomme également sûrement très différemment de ce que ce sera dans 10 ans. Et alors ça veut dire quoi, consommer de la santé en 2024? C'est vrai que c'est toujours difficile d'associer ce terme de consommation à quelque chose d'essentiel comme la santé. Non, je vais vous prendre quelques exemples, mais il y en a un qui est assez prégnant, c'est notamment tout ce qui est chirurgie ambulatoire. Il y a 10 ans, c'était l'épaisseur du trait quasiment. Aujourd'hui, plus de 60% des actes chirurgicaux se font en ambulatoire. Ça a des conséquences sur l'établissement. Il doit s'organiser, la logistique, l'équipement est complètement différent. Donc tout ça crée effectivement une industrie. Les besoins sont là. Il y a une désadéquation entre l'offre et la demande. Et donc il y a un déficit d'équipement extrêmement important, tant en France que dans nombre de pays assez avancés, dans lesquels déjà nous sommes investis, puisque nous sommes investis dans 9 pays. Et ça, alors, l'ambulatoire, c'est quelque part quitter le lieu physique immobilier pour aller effectivement chez le patient ou autre. C'est des sujets que regarde un investisseur immobilier? Alors là, dans l'exemple que je prenais, c'est plus aller dans une clinique où vous arrivez le matin, vous ressortez le soir, l'acte chirurgical a été fait. Mais justement, quand je parlais tout à l'heure des hôtels hospitaliers, alors c'est peut-être encore l'épaisseur du trait, mais c'est symptomatique. Créer un hôtel hospitalier à côté d'une clinique ou d'un hôpital, ça veut dire vous hébergez la veille, vous repartez le lendemain de votre acte chirurgical, vous n'avez pas trop fait la queue le matin à 7h du matin avec votre dossier en étant un peu fébrile quand même parce que vous allez passer sur le billard. Et donc tout ça fait que vous vivez mieux cette hospitalisation. D'accord. Alors, évidemment, c'est moins remboursé, voire pas du tout remboursé, mais pour ceux qui ont les moyens, et il y a un marché évidemment pour ça, eh bien, ça crée là aussi une émulation, ça crée une nouvelle industrie, mais c'est tout ça qui fait que l'économie de la santé en tant que telle est en pleine évolution, est en pleine mouvance, et l'immobilier avec, puisque l'immobilier va accompagner tous ces phénomènes. On est dans une émission qui s'adresse quand même aux particuliers ou aux conseillers en gestion de patrimoine. Un mot du rendement. Alors avant que vous me répondiez, je vais rappeler que plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé, qu'il y a toujours le rendement en risque à garder en tête. Vous m'avez dit que c'était plus résilient peut-être que d'autres secteurs en termes d'immobilier. Est-ce que du coup ça suppose comment se comporte le rendement finalement dans le secteur de la santé? Alors il se comporte plutôt bien. Donc effectivement sur le long terme, on voit une certaine régularité. Alors jamais complètement en échappé. C'est plutôt dans le peloton, mais plutôt dans le bon peloton. Ça c'est important. Mais encore une fois, ce que l'on vise, c'est plutôt la régularité. Je pense que le rendement, il faut l'analyser sous deux angles. C'est le rendement immédiat récurrent qui vous verse des revenus, ça c'est effectivement important, mais c'est aussi la valorisation du patrimoine, du capital. Et pour les épargnants, nous sommes vraiment très très attachés à cette préservation-là. Pour nous, c'est le premier enjeu. On a 58 000 associés, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, tiens, on a dévalorisé le prix de part, parce que on a peut-être un peu moins bien géré, on a peut-être un peu moins bien acheté, etc. Donc on préfère un peu temporiser sur les nouvelles acquisitions, mais bien construire et solidifier cet édifice-là et assurer le rendement qui est tout à fait correct, bien évidemment, et plutôt dans le haut du panier. Mounia Chaoui, je voudrais revenir sur... Vous nous avez très bien décrit au début, effectivement, les différentes tendances dans le secteur de l'immobilier. Vous avez mentionné, effectivement... La santé.
De la santé, excusez-moi, on a parlé immobilier, de la santé. Et vous avez notamment mentionné la difficulté qu'on pouvait avoir, notamment à trouver une porte de sortie via des IPO, ce qui était le cas qu'on pouvait connaître encore il y a quelques années, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on aborde différemment des investissements dans le secteur de la santé aujourd'hui? Pas forcément, c'est peut-être pas forcément lié qu'au secteur de la santé d'ailleurs, ce sujet IPO. Alors, ce n'est pas lié qu'au secteur de la santé, puisque dans les technologies de l'information, c'est pareil. Nous, comment on fait? Effectivement, de toute façon, qu'on investit dans une société de la santé en innovation, on va avoir tendance à regarder les deux portes de sortie, qui sont l'introduction en bourse ou la cession industrielle, voire éventuellement un LBO demain si la société devient rentable. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on regarde un dossier, on regarde ces trois options-là et on développe la société comme ça allait faire l'une de ces trois options. Donc, du coup, le fait qu'on puisse sortir par cession industrielle est déjà rassurant. Bien sûr, nous a permis de réaliser, en tout cas chez Turenne, on a réalisé quand même 3 sorties l'année dernière, ce qui est très significatif en cession industrielle, sur des multiples très importants. On est de l'ordre de 7 fois la mise. Donc on peut faire des très belles opérations dans la santé, en choisissant bien ses actifs, et en n'étant pas très loin de la sortie. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut regarder, parce qu'effectivement, relever de l'argent continuellement est assez difficile en ce moment, parce qu'il y a moins de fonds de PE, il y a moins d'argent. Et donc, il faut, les autres fonds de PE ont moins tendance à réinvestir dans vos sociétés innovantes. Donc, il faut chercher quand même la rentabilité à court terme. On est loin du modèle biotech qu'on peut voir, par exemple, sur les marchés cotés. Aujourd'hui, on regarde plutôt ça. Effectivement, de pouvoir concrétiser une cession industrielle à pas trop long terme, à 4-5 ans, avec un syndicat d'investisseurs qui peut mener la société du point A jusqu'à sa sortie, si possible. Après, on ne peut pas tout prévoir, hein, mais oui, bien sûr. C'est l'idée. Et en capital développement transmission, c'est-à-dire en LBO, sur des sociétés rentables, ce qu'on va regarder, c'est des sociétés qui sont résilientes, qui ont un EBITDA qui se transforme très bien en cash, qui ne sont pas sur des rentabilités non plus trop élevées, de peur qu'il y ait des changements en termes de prix aujourd'hui. Bien sûr. Et aujourd'hui, on réalise, il y a pas mal de sorties qui se réalisent. On a eu l'année dernière un petit peu un blocage sur les sociétés qui étaient grosses de taille. Pourquoi? Parce que les LBO mid large cap ont eu du mal à trouver de la liquidité. D'accord, oui. À cause de quoi? À cause tout simplement de la levée de dette qui n'était pas facile, du fait de l'augmentation soudaine des taux, des banques qui étaient moins prêtes à prêter, etc. Aujourd'hui, tout cela est derrière nous et je pense que 2024 va être à nouveau une bonne année pour tout ce qui est LBO, notamment LBO mid et large cap. Alors là, on parle de non-cotés dans le secteur de la santé, dans une émission à destination des particuliers ou des CGP. Est-ce que ça fait sens de mentionner un rendement ou Oui, ça fait sens. Sur le LBO, c'est-à-dire le capital développement transmission, sur des sociétés rentables de la santé, on est aux alentours de 15% net à peu près pour les souscripteurs. Et sur le capital risque, on va être un peu plus haut, on va être de l'ordre de 20% net, mais une forte disparité entre les fonds. On rappelle quand même effectivement toujours ce couple rendement-risque qui existe, quels que soient les rendements proposés. Merci beaucoup en tout cas Mounia Chaoui de nous avoir accompagnés dans l'émission, directrice associée de Turenne Santé. Merci également Thierry Scher, directeur général d'Eurial Service, donc de nous avoir accompagnés tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.